Alors, bonjour à tous et à toutes. Désolée pour le petit délai, mais nous voici. Bienvenue au webinaire Soutenir et activer une participation inclusive à l'aménagement urbain. Merci d'être avec nous ce midi. Je me présente, Naoé Tardy. Je suis chargée de projet en aménagement au Centre d'écologie urbaine. Ce webinaire est enregistré et sera accessible sur YouTube. Le lien vous sera envoyé par courriel aux personnes inscrites après le webinaire. Une période d'échange sous forme de questions terminera le webinaire. Je vous invite à utiliser la section Q&R au fil du webinaire si vous avez des questions ou interventions pour alimenter les échanges à venir. Donc, si on peut changer la diapo. Voilà, et encore. Alors, en guise de mise en contexte, sachez que ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Une ville pour toutes, qui est financé par le Secrétariat à la condition féminine. Ce projet vise à mieux intégrer les réalités et besoins des femmes et des personnes de la diversité de genre dans les projets en aménagement et à favoriser leur participation dans les processus de décision et de participation publique. Il est mené par le Centre d'écologie urbaine en collaboration avec la Table des groupes de femmes de Montréal. Alors, le Centre d'écologie urbaine est un autre BNL qui a été créé en 1996 et qui propose des pratiques et des politiques pour créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Il développe le pouvoir d'agir ensemble des citoyennes et des citoyens, des communautés et des municipalités du Québec pour créer des villes durables à échelle humaine et résolument engagées dans la transition socio-écologique. Nos trois grands champs d'action sont l'aménagement de la ville pour toutes et tous, l'adaptation au changement climatique, de même que la démocratie et la participation citoyenne à l'échelle locale. Je vais passer la parole à Alison pour présenter la table des groupes des femmes de Montréal et l'équipe qui collabore au projet. Bonjour, je suis Alison, prénom L, de la TGFM, donc Table de groupe de femmes de Montréal. Et oui, un instant, je viens de voir que la diapo, elle n'est pas là. Oui, nous, dans le fond, on est une table qui regroupe plusieurs membres, jusqu'à les 60 membres. On est un espace de concertation. Dans notre organisme, on a des personnes, un instant, j'ai juste vraiment désolée pour cela, que vous soyez en mesure de suivre. Voilà. Alors, comme regroupement régional, pour nous, c'est important qu'il y ait de la diversité. Alors, on a des comités de femmes issus du syndicat, des groupes communautaires sociaux et différents autres groupes sociaux. Donc, pour nous, tout ce qui concerne la défense des droits des femmes, diversité de genre et sexuelle, euh, c'est ce qu'on fait. Donc, voilà, je laisse ensuite la parole un instant. Merci. Alors, ce que l'on souhaite accomplir avec le projet Une ville pour toutes, c'est transformer nos façons de planifier et d'aménager les villes dans une perspective intersectionnelle pour qu'elles soient plus inclusives, sécuritaires et équitables et que toutes et tous s'y sentent à leur place. Pour ce faire, nous agissons sur trois volets dans ce projet-là. D'abord, la sensibilisation sur la réalité différenciée entre les femmes et les hommes et la diversité des réalités entre les femmes elles-mêmes, mais aussi sur le rôle de l'aménagement et de la participation citoyenne pour créer un environnement urbain inclusif. Le webinaire d'aujourd'hui participe à ce volet. Il y aura également une boîte à outils diffusée en septembre 2026 pour vous accompagner sur ces sujets. Ensuite, le projet permettra d'offrir de la formation et du coaching dès cet hiver auprès de professionnels susceptibles d'agir sur ces questions. Nous allons revenir sur cette offre en fin de webinaire. Et finalement, le projet prévoit aussi l'accompagnement de 2 groupes de femmes dans la réalisation d'un plaidoyer pour un quartier plus inclusif sur un enjeu concret que les participantes auront ciblé. Nous avons déjà débuté une démarche avec le Centre des femmes Entre elles, situé à Sainte-Julie, et le deuxième accompagnement avec le Comité citoyen Chamran démarrera après les fêtes. Alors, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, en plus de vous présenter le projet Une ville pour toutes et ses différents volets, on souhaite donner un aperçu des enjeux d'inégalité dans l'espace public et partager des exemples inspirants et des leviers d'action pour agir sur ces inégalités, notamment de la part de nos invités qui prendront part au panel. Afin de plonger dans le sujet, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Ève de la TGFM.
Merveilleuse. Excusez-moi, je parlais dans le vide depuis tantôt. Donc, merci pour cette belle introduction. On va commencer le webinaire par un petit brise-glace qui est tout à fait d'actualité compte tenu de la bordée de neige qu'on a eue. Donc, mais là, en fait, je crois avoir compris que le clavardage est brisé. Donc, on vous envoie un petit sondage à savoir, répondez-nous à savoir si vous habitez dans un secteur bien déneigé. Vous avez sûrement pu vivre un peu de ce déneigement dans les dernières heures et jours. Donc, juste d'indiquer si vous habitez dans un secteur bien déneigé, on voit que je vois les réponses entrées et la plupart des gens, en fait, indiquent que oui. Puis en fait, normalement, je devais vous demander d'inscrire dans le clavardage quelle émotion est-ce que vous vivez lorsque vous voyez les premiers flocons tomber. Puis là, je ne sais pas exactement comment on va réussir à avoir cette interaction-là. Fait que j'inviterais peut-être les panélistes à ouvrir leur micro, puis, maintenant, ça fonctionne, le clavardage. Donc, dans le clavardage, vous pouvez nous indiquer quelle émotion est-ce que vous vivez lorsque vous voyez les premiers flocons tomber. Donc, on voit de l'excitation, d'être heureuse, d'être contente, adore la neige, de la joie. Euh, on voit un peu de découragement, du bonheur, de la résignation, de la douceur. Puis dans le fond, pourquoi on vous parle de déneigement? C'est pas parce qu'il y a eu une bordée de neige dans les dernières heures, c'est vraiment pour introduire le sujet du webinaire. Donc, les réponses illustrent bien notre point de départ. Tout le monde n'a pas le même rapport à la neige, n'a pas le même rapport à la ville, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités de vivre la neige pleinement ou encore la ville pleinement. Certaines de vos réponses évoquent un privilège face à la neige et à la ville, donc de l'excitation devant l'hiver, de l'émerveillement devant le changement de saison, les nouvelles possibilités d'activités sportives. J'ai vu le ski passer. Mais aussi d'autres émotions beaucoup moins positives, comme le découragement, de l'isolement, le fait que notre vie sociale est terminée. En fait, je reconnais ces noms-là. Puis en fait, c'est plusieurs personnes qui parlent de personnes en situation de handicap pour souligner ça. Donc, pour plusieurs personnes, pour d'autres personnes, en fait, la neige, ça rime avec le stress, l'isolement, la dépression saisonnière, les risques accrus. Et donc, on va partir de cet exemple-là pour introduire quelques notions de base en lien avec les inégalités dans l'espace public. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, on va explorer ensemble un peu ces différences-là à notre rapport à la ville enneigée. Donc, premièrement, on peut penser aux rôles sociaux, donc liés au travail, à la parentalité ou à l'implication sociale. Le déneigement, il ne peut pas être fait tout d'un coup. Il y a des priorités qui sont établies par les municipalités qui ont un impact direct sur notre mobilité. Donc, prioriser les grands axes, ça favorise la circulation des automobiles, ça avantage les automobilistes, donc souvent les personnes qui sont plus privilégiées pour avoir un véhicule, mais pas toujours. Il faut considérer qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont obligées de se motoriser parce qu'ils vont avoir un horaire atypique, vont habiter loin, travailler de nuit. Donc, on considère ça. Mais ensuite, prioriser les trottoirs et les pistes cyclables, on favorise les déplacements actifs et locaux, ce qui bénéficie davantage aux femmes qui sont moins motorisées, mais aussi plus responsables des déplacements des enfants vers l'école ou les services de garde. On se rappelle, là, au Québec, les femmes consacrent en moyenne 1 heure de plus par jour au travail rémunéré que les hommes. Et donc, ces priorités-là aussi, de prioriser le réseau piétonnier, ça réduit les risques de chute. Hein. Puis les femmes sont plus nombreuses à vivre avec des limitations motrices, mais aussi avoir différentes conditions comme de l'ostéoporose. Donc, une chute peut avoir de plus graves conséquences pour les femmes. Ensuite, si on s'intéresse au deuxième pan, la diversité capacitaire, c'est 21 de la population québécoise de 15 ans et plus qui vit avec une incapacité, donc environ 1,4 million de personnes.
Puis à la TGFM, on a mené une recherche-action sur la mobilité des femmes en situation de handicap. Puis cette recherche-là, qui puisait dans un sondage et surtout dans le vécu d'un ensemble d'expertes, nous a bien souligné que la période hivernale, ça occasionne beaucoup d'obstacles et de prises de risques, en fait. Des trottoirs mal déneigés, ça va forcer certaines personnes à circuler avec leur fauteuil roulant sur la rue, puis à prendre des risques pour leur sécurité. Quand on utilise le transport adapté, on s'entend, c'est un service de porte-à-porte, de transport en commun. Le service fonctionne au ralenti. Les trajets sont allongés, les déplacements peuvent être limités aux rendez-vous médicaux quand il y a une grande bordée de neige. Puis les trajets, surtout, ils s'allongent, en fait. Donc, ça fait en sorte qu'on peut limiter nos déplacements. Et surtout, en fait, l'embarquement peut nous être refusé si l'entrée ou le débarcadère n'est pas bien déneigé. Ça a des impacts quand même assez majeurs chez les personnes qui utilisent le transport adapté. Ensuite, dans les autobus, ben, les bancs de neige vont parfois rendre difficile ou impossible le déploiement des rampes d'accès. Et donc, tous ces enjeux-là, mais aussi bien d'autres, ça alimente du stress, de l'isolement parce que plusieurs personnes vont parfois éviter de se déplacer ou, en fait, pour éviter les risques hivernaux. Donc, on peut vivre beaucoup d'isolement, en fait, en lien avec les enjeux hivernaux quand on vit avec des limitations fonctionnelles. Comme troisième pan qu'on voulait aborder, c'est le sentiment de sécurité qui varie aussi énormément. Le harcèlement de rue, il ne disparaît pas avec le froid ou les gros manteaux, il se manifeste tout au long de l'année. Donc, il y a une enquête qui a été menée en 2021 qui souligne que 61% des personnes interrogées avaient vécu du harcèlement de rue en 2020-2021. Puis cette proportion-là est plus élevée chez les jeunes, les personnes de la diversité sexuelle et de genre, les personnes racisées, les femmes cisgenres. Puis, contrairement à la croyance populaire, le harcèlement de rue, il ne se produit pas que de jour, que de nuit dans des coins lugubres. C'est à toute heure du jour. Puis, en fait, majoritairement en plein jour, durant les heures de pointe. Puis, en fait, le harcèlement de rue, ça accentue un sentiment d'insécurité, mais aussi en hiver, on vit un peu plus de vulnérabilité, en fait. La noirceur qui s'installe plus tôt, le fait qu'il y a moins de témoins qui peuvent potentiellement jouer un rôle plus actif, ben, est moins grand, en fait. Puis, en fait, les obstacles liés à la neige, ça peut limiter notre capacité à pouvoir fuir une situation dangereuse ou encore à faire en sorte qu'on dépend un peu plus des autres pour pouvoir enjamber un certain emplacement. Donc, il y a ce sentiment de sécurité-là qui teinte un peu notre rapport à la ville. Puis comme quatrième pan, il y a la question du revenu qui influence notre capacité à faire face à la neige. Donc, si on prend l'exemple de payer pour un service de déneigement privé ou installer un abri tempo, ce n'est pas quelque chose qui est accessible financièrement à tout le monde. Les personnes à plus faible revenu sont plus dépendantes des transports en commun et donc ont moins d'options pour se déplacer autrement. On le sait, là, surtout avec cette grève de la STM. Donc, prendre un taxi, utiliser une voiture, utiliser une voiture privée, c'est pas possible pour tout le monde. Surtout, en fait, lorsque les trottoirs, par exemple, vont être impraticables ou que le service de transport collectif est perturbé. Puis, finalement, les inégalités de revenus, ça se traduit aussi dans notre capacité à pouvoir s'équiper pour profiter de l'hiver. Bottes, manteaux, équipements sportifs, profiter des activités de glisse, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est comme 4 grandes facettes des inégalités face à l'espace public. Là, on pourrait continuer comme ça avec bien d'autres facteurs comme ceux liés aux dimensions culturelles, les personnes issues de l'immigration n'ont pas les mêmes expériences pour apprivoiser les activités hivernales, mais on pourrait continuer comme ça encore très longtemps, mais on se resserre. Donc, les rôles sociaux, la diversité capacitaire, le sentiment de sécurité puis le revenu, ça nous révèle en fait différentes dynamiques d'exclusion face à la ville. Ces différences ne sont pas neutres ou apolitiques, elles s'inscrivent dans des logiques systémiques, en fait, qui influencent la manière dont on conçoit les services municipaux puis les espaces publics. Et donc, c'est ce qui m'amène à vous parler de l'intersectionnalité. Donc, avec la diapo suivante, pour bien comprendre, c'est que ces réalités-là de diversité capacitaire, de rôles sociaux, de sentiment de sécurité, tout est imbriqué, en fait.
Et donc, les enjeux liés au capacitisme, au racisme, au sexisme, ça s'entrecroise, ça se recoupe. On peut être une femme en situation de handicap et avoir à déposer ses enfants à l'école en hiver. On peut vivre du harcèlement de rue en étant une femme et en étant issue de l'immigration. Et donc, on ne sait pas si on vit un harcèlement qui est sexiste ou raciste. En fait, il est probablement la combinaison des deux. Et donc, pour penser une ville qui tienne réellement compte de ces croisements et de leurs effets, on vous invite à utiliser la notion d'intersectionnalité qui est essentielle pour construire une ville réellement inclusive. Donc, l'intersectionnalité, là, en quelques mots, c'est un concept qui s'enracine dans les luttes féministes noires, des féministes noires qui dénonçaient l'invisibilisation des mouvements féministes au sein des mouvements antiracistes. Donc, la première à l'avoir théorisé, c'est Kimberly Crenshaw, qui cherchait à démontrer que les systèmes d'oppression comme le sexisme et le racisme, le classisme et le capacitisme se croisent et se renforcent mutuellement. Et donc, elle invite, tout comme bien d'autres mouvements féministes, de jamais analyser ces systèmes-là de façon séparée, mais plutôt de penser leurs effets combinés pour parvenir à construire des pratiques et des actions réellement inclusives et émancipatrices. Donc, je laisse la parole à Naoé qui va poursuivre sur le sujet. Oui. Afin de concevoir des aménagements urbains qui permettent à tout le monde de bénéficier de la ville de façon égale, une approche participative inclusive est une clé essentielle. Donner l'opportunité à chacune et à chacun de se faire entendre dès le début d'un processus d'aménagement, ça permet d'élargir la prise en compte d'une variété de réalités et des besoins qui en découlent. Le Centre d'écologie urbaine a publié le guide de l'urbanisme participatif il y a 10 ans déjà, dans lequel on trouve le schéma à la diapo suivante qui illustre la rencontre de deux savoirs grâce à la participation citoyenne. Le savoir des spécialistes de l'aménagement et des solutions techniques et celui des spécialistes du vécu et des besoins. À travers un dialogue ouvert, l'urbanisme participatif permet d'identifier des solutions d'aménagement qui correspondent aux besoins de la communauté dans laquelle ces projets s'implantent. Encore faut-il offrir des conditions qui permettent la participation de la population dans toute sa diversité. Chacun des facteurs d'inégalité qui ont été présentés par Marie-Ève dans l'exemple se rapportant à l'expérience de la ville enneigée peut également jouer un rôle dans la capacité à prendre part à des processus participatifs. Encore aujourd'hui, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à participer aux instances démocratiques municipales et paramunicipales et à prendre la parole dans ces contextes. Selon l'état des lieux réalisé en 2018 lors de la démarche MTL, les femmes représentaient 42,6 des personnes présentes dans l'ensemble des lieux observés et un peu moins de 40 des personnes ayant pris la parole. Les lieux observés étaient, par exemple, des conseils municipaux, des assemblées publiques, des conseils d'administration ou encore des rencontres de comités citoyens. Selon ces mêmes observations, les personnes racisées et des minorités ethnoculturelles, elles, représentaient environ 10 des personnes présentes, alors qu'elles constituent le tiers de la population de l'agglomération de Montréal. Donc, c'est par une approche différenciée, d'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle ou ADS+, de son petit nom, que l'on peut prendre la mesure de ces inégalités afin de mieux comprendre et surtout d'agir sur les facteurs d'exclusion. Il existe plusieurs ressources à ce sujet, entre autres le guide ADS+ 101, créé par la Ville de Montréal. La Ville intègre l'ADS+ à ses interventions depuis 2018, puis le guide ADS+ 101 est disponible en ligne et va figurer parmi les ressources qui vous seront partagées à la fin du webinaire. Une autre source intéressante, c'est le travail de Jay Peter, qui est une designer urbaine qui place l'inclusion et l'intersectionnalité au centre de sa pratique. Dans sa lettre ouverte aux urbanistes canadiens, publiée en 2020, elle offre des outils pour favoriser un aménagement urbain plus inclusif. On peut passer à la diapo suivante qui présente un schéma qui est tiré de ce document qu'on va vous partager également, qui est sur l'intersectionnalité qui est propre à l'aménagement. Il y a des stratégies qui peuvent être mises en œuvre aux différentes étapes d'un processus participatif pour qu'il soit plus inclusif. Par exemple, au moment du démarrage d'un processus participatif, on peut identifier quel groupe ou profil, selon divers facteurs sociodémographiques et spatiaux,
sont susceptibles d'être impactés par les nouveaux aménagements pour ensuite élaborer une stratégie de mobilisation au moment de réaliser des activités de consultation qui permettra de rejoindre des personnes de chacun des groupes identifiés. Ça peut être fait, par exemple, en ciblant des organismes qui travaillent avec les personnes concernées ou en faisant de l'affichage intentionnel dans des endroits fréquentés par ces groupes spécifiques. Les outils de mobilisation devraient aussi utiliser une communication inclusive en rendant le féminin visible à l'écrit, en choisissant des images qui représentent une variété de personnes et de réalités, de même qu'en utilisant un langage accessible et des stratégies de simplification graphique. Lors des consultations, on propose de varier les activités proposées et les occasions de prise de parole. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de s'exprimer devant un grand groupe, donc des moments de travail en sous-groupe ou des exercices individuels sont des exemples qui permettent de récolter les avis autrement. On peut aussi adapter les horaires de rencontre, offrir des conditions de participation facilitantes, telles que favoriser la présence des enfants, tenir l'événement dans une salle chaleureuse et accessible universellement. Enfin, récolter des données sociodémographiques aux différentes étapes de la démarche permet d'analyser le public ayant participé aux activités afin de savoir s'il est représentatif. Si ce n'est pas le cas, on pourra prévoir d'autres moyens de rejoindre les publics manquants, par exemple la réalisation d'entrevues ciblées. Donc, ces quelques exemples démontrent comment les processus participatifs peuvent favoriser ou non la participation de toutes et tous. Et il y a de fortes chances pour que les aménagements qui en résultent soient l'image des processus qui les ont précédés. Donc, des processus inclusifs ont plus de chances de mener à la réalisation d'aménagements inclusifs, alors que des aménagements qui résultent de processus non inclusifs ou qui n'auraient pas fait l'objet d'un exercice de participation citoyenne risquent de présenter des lacunes quant à l'inclusion. À propos des processus participatifs, je tiens à souligner l'apport de la démarche MTL, une démarche qui a été menée en 2017 et 2022 par Concertation Montréal et la Coalition montréalaise des tables de quartier. Il y a des outils de qualité qui ont été produits dans le cadre de cette démarche-là sur les stratégies pour une participation égalitaire et inclusive, l'état des lieux dont je faisais mention plus tôt, également une trousse d'outils et des fiches de bonnes pratiques. Le tout est disponible en ligne et vous sera partagé. En ce qui concerne les aménagements eux-mêmes, il y a également un certain nombre de questions à se poser au moment de concevoir un nouvel aménagement ou dans le cas d'intervention qui vise un aménagement existant afin d'éviter les angles morts et de créer des espaces inclusifs. Les principes de design universel, puis les principes d'aménagement sécuritaire, par exemple, permettent un regard élargi quant aux éléments à considérer pour favoriser des espaces publics inclusifs. Avec le projet Une ville pour toutes, nous souhaitons proposer des principes d'aménagement inclusif qui englobent ces différentes considérations. Alors, je vous propose de passer au panel de discussion. Nous avons deux invités aujourd'hui, Nathalie Boucher et Marie-Hélène Gaboury, qui contribuent chacune dans leur pratique professionnelle à la création d'aménagements inclusifs. Anthropologue de la ville, Nathalie Boucher explore depuis près de 25 ans l'humain dans les espaces publics. Nathalie dirige l'organisme Respire qui offre des services de recherche qualitative sur l'utilisation, la perception et l'aménagement des espaces publics urbains. Elle détient une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval et un doctorat en études urbaines de l'Institut national de la recherche scientifique. Marie-Hélène Gaboury a grandi à Sherbrooke et vit à Montréal depuis 37 ans. Elle y a fondé sa famille et complété des études en architecture ainsi qu'une maîtrise en gestion de projet à l'Université de Montréal. Après 10 ans de travail en architecture, elle œuvre depuis 23 ans à la Ville de Montréal dans la gestion de projets d'envergure. Elle a contribué à la mise en œuvre de secteurs clés comme celui de la Place Valois, du Mille Montréal, du Parc Jean-Drapeau, du Champ de Mars et de la Place des Montréalaises. Elle travaille actuellement sur les projets des Faubourgs et de l'écoquartier Louvain. C'est Alison qui animera la discussion avec nos invités. Donc, mesdames, je vous invite à ouvrir vos caméras. Bonjour. Bonjour, j'y suis, on y arrive. Donc, c'est votre moment, comme Noé a bien dit, c'est le moment où on veut, comme on a beaucoup parlé présentement les dernières minutes de l'inclusion, aménagement inclusif, mais maintenant, on veut savoir l'opinion justement de nos panélistes. Donc, je vais poser la première question. Et oui, je vois les caméras. Nathalie, est-ce que ta caméra est ouverte? Je vais juste m'assurer.
avant de commencer? Oui, Yes, on je y est. suis là. Voilà. Donc, je vais vous poser la première question et vous y allez. Donc, la première question qu'on aimerait vous entendre serait justement au niveau de l'inclusion, donc toutes ces notions d'inclusion dans votre expérience ou vos opinions, comment on peut les mettre en fait en pratique? Donc là, on parle plus du concret. Ça, vous choisissez dans quelle langue vous voulez aller. Ça peut être des façons de faire, des outils que vous connaissez, donc des outils à utiliser euh, et autres. Et aussi, vous pouvez parler peut-être des résultats si vous voulez. Donc, je vous laisse avec déjà cette première question. Merci. Alors, nous, en tant qu'OBNL de recherche, on n'agit pas sur l'espace, on ne propose pas d'aménagement en tant que tel, mais on documente ce qui s'y passe. Donc, on est des producteurs, productrices de savoir, de connaissances qui peuvent aider à la prise de décision et à la conception d'aménagement. Un jour, ce sera à l'évaluation des aménagements réalisés, mais on n'en est pas encore là. Et donc, on se définit souvent comme des traducteurs, des traductrices des besoins vécus du quotidien des personnes en un langage qui peut être reçu par les gestionnaires, les administrateurs des espaces publics. Donc, à ce titre-là, pour nous, une démarche inclusive consiste à vraiment refléter les propos et les pratiques qui sont observés ou qui sont rapportés dans l'espace public, auprès des gens auprès de qui on travaille, le plus fidèlement possible, dans une démarche qui est rigoureuse et transparente. Donc, nous, on fait de la recherche scientifique. C'est très important pour nous que notre démarche soit bien établie d'avance, respectée. Et ça contribue à la rigueur, mais ça contribue aussi à améliorer le bassin de connaissances qu'on a. Donc, si on travaille sur une population ou un espace en particulier, on pourrait reproduire la même recherche ailleurs puis avoir des résultats comparatifs qui se nourrissent les uns les autres. Pour nous, c'est essentiel. On travaille aussi très près de ceux qui nous mandatent. Souvent, on co-construit les projets avec eux et elles. Et en fait, parce qu'eux, ils ont les connaissances, ils ont les contacts, ils ont l'expérience. Donc, on est à l'écoute de ça. Ça nous nourrit. Et finalement, ce qu'on considère aussi, c'est reconnaître l'intersectionnalité, les rapports de pouvoir que nous-mêmes, on peut avoir en tant que chercheurs, chercheuses ou en tant que personne qui intervient ou qui possède certaines connaissances sur l'espace public. Et ça va jusqu'à la façon dont on formule notre approche. On dirait pas, on étudie les personnes qui sont dans ce parc. On s'intéresse à vos pratiques, on s'intéresse à ce que vous faites. Donc, même dans la façon d'aborder les questions, on est sensible à ça. À être à l'écoute, en fait, à être à l'écoute, puis rapporter le plus fidèlement les propos et ce qu'on voit, tout en portant une attention particulière à qui n'est pas là, à ce qui n'est pas dit. Et c'est pour ça qu'on multiplie les façons de faire, les approches pour aller rejoindre le plus de gens possible, selon les mandats, mais aussi le plus d'expérience possible. Donc, c'est rare que les gens vont nous parler dans l'espace public de leur expérience des installations sanitaires. Pourtant, on sait que il y a toujours des besoins d'aller aux toilettes ou d'utiliser une toilette, et ça, on l'observe. Donc, faire des observations, faire des entrevues, pour nous, c'est complémentaire, puis on s'assure d'aller chercher le plus d'expérience possible chez un plus grand nombre de personnes. Merci. Marie-Hélène, ça serait ton moment aussi pour répondre. Écoutez, l'ADS+, dans la ville de Montréal, elle est déjà intégrée depuis 2018, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, ça devient un réflexe de plus en plus naturel.
On va le voir dans le projet de la place des Montréalaises, qui est un projet pilote là, que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a vraiment place à amélioration vraiment dans tous les projets. Puis heureusement, on est bien accompagnés, puis nos politiciens y croyaient. J'espère que ça va être la même chose pour les prochains politiciens qui sont nouvellement élus. Donc, c'est comme ça que je vous répondrai pour l'instant à cette question. Merci beaucoup, c'est merveilleux. Donc, on ira à la deuxième question. Là, on va plus parler justement dans votre réalité de travail et tout, dans cette notion d'inclusion et tout. J'imagine que des fois, il doit y avoir des freins, des barrières, plus les difficultés. Donc, si vous pourriez justement nous partager quels sont les freins, les limites, ou les leviers de mettre en application par rapport quand vous faites cette pratique plus d'inclusion. Donc, Nathalie ou Marie-Hélène, la Je personne qui peux, sait je pas peux y encore. aller tout de suite. Yes. Je dirais que quand quelque chose est trop nouveau à la Ville de Montréal, c'est très lourd et très long à implanter. Donc là, on a l'avantage d'avoir déjà les notions d'ADS+, qui sont pour lesquelles on a un guide, on a même une grille, un aide-mémoire, une grille qui nous permet de cocher très facilement si on a réussi à atteindre les objectifs, mais surtout si on a implanté les éléments qui sont dans la grille. Donc, un checklist, là, si on prend le terme anglophone. Donc, le fait que c'est pas nouveau. Donc, c'est vraiment un levier. Donc, et on est accompagné par le service diversité et inclusion sociale qui nous aide à appliquer le guide tout au long du projet. Donc, ça, c'est quand c'est trop nouveau, c'est un frein, mais dans notre cas, à la Ville de Montréal, c'est pas trop nouveau, la DS+, c'est l'accessibilité universelle. Donc, c'est un plus. Merci. Nathalie, si tu veux prendre ton moment. Oui, ben, c'est pour nous, ce qui est un frein, c'est certainement le manque de connaissances, le manque de connaissances rigoureuses. Pour l'avoir déjà, entendu, le choix d'une surface dans un parc, a été fortement influencé par, ben, mon fils préfère ça plutôt que ça. Et c'est pas un reproche que je fais à cette personne-là, mais je pense que c'est juste un manque de connaissances, en fait, sur les différentes options, les impacts. Tantôt, par rapport à Jay Peter, comment on peut anticiper les impacts que nos décisions en aménagement vont avoir si on ne connaît pas bien les groupes auprès de qui on s'adresse, si on ne connaît pas la diversité, toutes les possibilités d'intersectionnalité, si on ne connaît pas les besoins. Il manque énormément de connaissances pour beaucoup de choses, beaucoup de sujets, pour beaucoup de populations. Si on considère que la ville est pensée par et pour des hommes, et la présentation de Marie-Ève était très éclairante, là, intersectionnalité, difficulté de déplacement en hiver, là, c'est très pointu, on pourrait penser, mais c'est en fait la réalité de beaucoup de personnes 6 mois par année. Donc, on manque énormément de connaissances encore. Pour moi, c'est un obstacle. L'autre chose aussi qui est un obstacle, c'est l'aménagement en soi. C'est notre réalité, on s'habitue à ça. C'est difficile de s'en défaire pour imaginer quelque chose de mieux. C'est aussi difficile de se sortir de l'aménagement dans lequel on est pour réinventer des processus. Tantôt, Naoui parlait de les processus sont reflétés dans l'aménagement. Donc, si on a des processus inclusifs, il y a plus de chances que notre aménagement soit inclusif. Mais la réalité, c'est aussi que c'est très difficile de réaliser des processus inclusifs dans des aménagements qui ne le sont pas. Trouver un lieu confortable, accueillant et accessible, c'est pas donné à tout le monde. On l'a vu avec un projet qu'on a auprès des adolescentes. Les adolescentes rencontrent beaucoup d'obstacles à être dans l'espace public. Faire un groupe de discussion avec des adolescentes, c'est pas plus facile parce que les lieux, les moments n'existent pas. Donc, pour moi, l'aménagement est un obstacle. Aussi, quand on considère les coûts et la permanence, en fait, la durabilité de l'espace comme il est aménagé, c'est pas demain matin qu'on va refaire tous les trottoirs ou tous les parcs, même si on pense que ça devrait être plus
inclusif, puis qu'on doit avoir, on a des nouvelles connaissances à ce niveau-là. Donc, pour moi, ce sont les obstacles. Les leviers, pour moi, c'est les connaissances. En fait, quand on continue de produire des connaissances, d'asseoir nos décisions là-dessus, en toute connaissance de cause, sachant qu'on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, mais si on tend vers ça, si on tend à prendre des décisions qui sont informées, pour moi, c'est le levier, puis on le voit sur le terrain, ça arrive. Yes, merci beaucoup encore à vous deux. On arrive à la dernière question. Et donc, on arrive bientôt à la fin de ce moment de panel. Donc là, on va plus dans la vision, le futur, l'imagination, le rêve. Donc, voici la question. Selon vous, à quoi ressemblerait une ville inclusive dans un horizon d'on va dire 20 ans, donc dans 20 ans là? OK? À quoi ça ressemblerait? Puis vraiment, chacune, c'est sa réponse. Ça peut être déjà un exemple d'un projet que vous connaissez, un modèle d'aménagement inclusif que vous connaissez ou qui devrait exister. Vous répondez vraiment dans votre expérience, votre opinion. Donc, on va plus dans le rêve, le désir. Marie-Hélène ou Nathalie, je ne sais pas c'est qui présentement a déjà de l'inspiration et voudrait nous partager. Je peux y aller. J'avais une diapositive, peut-être que je peux la montrer. Oui. En fait, je peux peut-être y aller de mon rêve. Et c'est suite à un projet. En fait, déjà une ville qui est pensée sur les faits, pour moi, qui est pensée sur les connaissances, ça serait l'idéal. Je pense qu'on a encore un manque à gagner là-dessus, puis aussi un courage de dire ben, les faits disent ça. Mon expérience personnelle, c'est ça, mais les faits disent ça, donc ça prend du courage pour assumer ces décisions-là. Pour moi, un espace public ou une ville qui rassemble tout le monde en même temps, au même endroit pour toutes les activités, c'est une utopie, c'est pas réaliste. Par contre, chaque personne devrait pouvoir sortir de sa maison et trouver tout près de chez lui ou chez elle un endroit qui est accessible, confortable et facile où des gens qui lui ressemblent se trouvent. Peu importe le moment de la vie, peu importe l'activité. Donc, si on prend une famille dans un logement, n'importe qui pourrait sortir de la maison puis trouver près de chez lui ou de chez elle un endroit qui lui ressemble où elle se sent confortable. Donc, la diapo suivante, pour moi, en fait, c'est la deux plus loin. Pour moi, ça serait ça la ville idéale, peu importe notre âge, notre genre, nos préférences. De jour, je peux être une employée de bureau qui a besoin d'une table à pique-nique, mais le soir, j'ai besoin d'aller jouer avec mes enfants au parc. Je suis pas la même personne, j'ai pas les mêmes besoins, mais je peux faire ça à une distance raisonnable de chez moi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est notre démarche scientifique, mais voilà. Et pour ça, je pense que ça prend aussi, ça vient avec le fait qu'on doit se familiariser, on doit accueillir tout le monde. Donc, nous-mêmes, en tant que citoyens et citoyennes, être confortable avec le fait qu'on va voir toutes sortes de gens et toutes sortes de personnes pratiquer toutes sortes d'activités, pas en même temps, au même endroit, mais à différents endroits et différents moments. On a ici un exemple l'issue d'un projet qu'on a réalisé depuis 2018 auprès des adolescentes de Pointe-aux-Trembles, dont on a documenté les pratiques, qui sont surtout, mais pas uniquement, de se balancer, comme vous voyez à gauche, ce qu'on a documenté sur le terrain, mais de s'asseoir en petits groupes et parler. Et on a eu la chance d'intéresser Jean Bette, un fabricant de modules de jeu, à cette idée qui a décidé d'innover et de proposer un équipement pour adolescentes qui a été implanté cet été à Pointe-aux-Trembles pour la première fois dans le Nord global. Il y a maintenant un module, un équipement qui existe pour elles. Deux sortes, en fait, un plateau ou un banc qui se balance ou qui est fixé. Et là, ça,
c'est extraordinairement innovant et unique de voir des équipements qui s'adressent à une pratique favorisée par les adolescentes. Mais en même temps, ces 3 modules-là qui ont été installés cet été, changeront pas le monde. Ça prend beaucoup plus que des équipements, ça prend des parents qui sont confiants d'envoyer leurs filles, de laisser leurs filles aller dans les parcs le soir. Ça prend un éclairage adéquat, je dis pas sur les modules, mais adéquat autour. Ça prend des toilettes dans les installations, dans les parcs, ça prend même ces équipements-là, il faut bien les placer. Et les parcs sont déjà construits, donc c'est un peu, on les place là où on peut. Ça peut ne pas toujours être idéal. Donc il y a énormément de travail à faire encore, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des filles qui viennent dans les parcs pour qu'on puisse leur fournir ce dont elles ont besoin. Donc là, on commence par ça, puis j'espère que dans 20 ans, ben, on va rencontrer des adolescentes qui ont dit: «Ben oui, moi je suis sortie souvent, puis j'ai souvent traîné dans ces modules-là, j'aimais ça, j'étais confortable, puis ça m'encourageait à y aller». Voilà. Pour répondre à la question de la ville de demain, moi, je visais 2042, c'est dans 17 ans exactement, c'est le 400e de Montréal. Idéalement, on aurait un monde sans violence, une société sans violence, une ville sans violence. On aurait et je dirais que la DS+ serait même encodée dans la réglementation municipale, dans les fameux PIA où on pourrait juger de la qualité d'un projet aussi versus la DS+, si l'inclusion de tous les aspects d'un projet d'aménagement est bien intégrée et également, ben, l'accessibilité universelle, elle est incluse dans les codes de bâtiment, mais idéalement, elle serait aussi incluse, dans une norme quelconque qui fait que dans tous les aménagements, ce serait rendu automatique. Là, on n'aurait plus besoin de faire de webinaires là-dessus. Est-ce que je présente les diapos, là, juste pour montrer un exemple, la place des Montréalaises? Sinon, oui, la place des Montréalaises et la place Marie-Joseph Angélique. J'ai montré ici juste la mise en contexte pour montrer que le projet a débuté dès 2014 avec beaucoup d'activités citoyennes, très originales d'ailleurs, mais surtout que malgré la conception détaillée qui commençait en 2019, c'est vraiment en 2020 que l'ADS+, on a décidé comme équipe de projet à l'intégrer parce qu'on venait d'être nouvellement nommé sur ce projet-là. L'équipe de projet a changé ici au SUM, au service de l'urbanisme et de la mobilité. Page suivante. Je t'ai promis, Alison, que je parlerai pas trop longtemps sur chacune des pages. Ici, on voit le projet, donc on regarde vers le sud, vers l'hôtel de ville, métro Champ-de-Mars, la place Marie-Joseph Angélique, qui était déjà une place qui existait depuis 2012, et la place des Montréalaises qu'on voit ici, et l'accessibilité universelle à partir du métro Champ-de-Mars se fait en montant en diagonale ce qu'on appelle le plan incliné ou le pré-fleuri, là, où on voit tous les ronds qui sont plantés. L'emmarchement hommage, oui, permet l'accès universel au Vieux-Montréal. Et on voit la voie cyclable à gauche. Je pense qu'on peut passer, là, les gens connaissent déjà maintenant un peu plus la place des Montréalaises et la place Marie-Joseph Angélique. Donc, le processus, donc on a parlé de processus, là. Ici, on fait vraiment une liste, là, en dot point, là, de qu'est-ce qui a été intégré au projet, participation citoyenne, collaboration avec le Conseil des Montréalaises, très important dans le projet. Le SDIS, j'en ai parlé tout à l'heure, l'arrondissement Ville-Marie avec les gens même de l'entretien qui ont participé à la conception, le service des grands parcs, le service aussi et le SUM. Les toponymelles, très important pour la division du patrimoine qui coordonne cet élément-là. Je pense que 90 ou 80%, là, j'ai pas le chiffre exact, désolé, des toponymes montréalais sont masculins, donc il y a vraiment une volonté de rééquilibrer la chose. Donc, avec les deux places, on commence à faire ce geste. Stratégie hommage aux Montréalaises et 21 femmes honorées. On a la parité aussi qui a été appliquée dans la composition des équipes, autant du jury du concours international que de l'équipe de conception et l'équipe de gestion de projet. On a tenu des marches exploratoires même pendant qu'on était en plan de vie avec des groupes de femmes, des riverains, des organismes communautaires du milieu sur différents enjeux pour obtenir encore leurs besoins tout au long des plans de vie, leur présenter le futur projet et l'inauguration aussi hommage aux Montréalaises le 17 mai dernier, 16 et 17 mai dernier, là, a permis de mettre le point final et de présenter le projet officiellement à tous les citoyens et citoyennes. Page suivante.
Bon, pour le volet accessibilité universelle, donc c'est un des seuls accès là, côté est au Vieux-Montréal qui est accessible universellement et la station de métro a également un ascenseur. C'est un espace multifonctionnel pour toutes sortes d'activités, 4 saisons ouvertes 24 heures sur 24. Il y a des équipements qui ont été intégrés au projet adaptés, notamment les longues tables à pique-nique peuvent, accueillir tout type de personnes, également à mobilité réduite et en chaise roulante. On est à côté du CHUM, on se rappelle, c'est un métro très utilisé. On a une toilette publique auto-nettoyante et on a tout ce qu'il faut pour le vélo, incluant une rampe d'accès le long de l'escalier, donc une goulette qu'on appelle. Et on a aussi, une station de pompage. On a eu aussi à gérer le volet, seringue. Donc autant en chantier, il y a eu des formations avec les organismes du milieu là, auprès de tous les employés des entrepreneurs pour, le volet seringue, pour, bien gérer ça pendant, tout le temps, les 4 ans de travaux. Le concept du concours a été réalisé pour doubler les superficies verdies. Les normes d'accessibilité universelle ont été intégrées dans la conception du projet, mais également juste avant l'inauguration et après l'inauguration pour tester sur le terrain avec Société Logique là, le projet lui-même et nous permettre de faire des améliorations encore là, plus fines du projet avec l'entrepreneur qui est encore sur place jusqu'au 31 mai prochain. Validation des garde-corps avec le CNB, évaluation de la sécurité du lieu. Ça, c'est très important. On a donné un mandat à Sophie Paquin, qui est professeure à l'UQAM, qui a déjà été employée à la Ville de Montréal et spécialiste en aménagement sécuritaire, qui nous a analysé les plans et devis et fait des recommandations. Donc, page suivante. On a une image ici des activités culturelles. L'arrondissement est très proactif, l'arrondissement Ville-Marie. Et ce sont tous des groupes de femmes qui viennent présenter des performances. Ici, on a la troupe Fleuve Espace Danse qui vient présenter une œuvre sur la disparition du caribou au Québec et au Canada. Pour la bonification liée à la démarche ADS+, donc ça nous a permis de justement faire des ajustements post-travaux, mais aussi d'intégrer le lien cyclable entre les 2 rêves, ce qui n'était pas dans le concours au départ. Il y a le corridor de visibilité, donc il y a un trajet du métro qui permet d'accéder au CHU, mais avec un chemin à 90 degrés. Donc, on a installé notamment un miroir pour permettre de voir qui vient dans l'autre sens, pour pas être trappé dans ce secteur-là. Donc, on a aussi ajouté la possibilité que le transport adapté puisse débarquer les gens sur Vigie. On a consulté effectivement la commissaire aux réconciliations autochtones pour voir s'il y avait un lieu d'intégrer cet aspect-là, ce qui n'a pas été le cas. Les services paritaires dans la toilette publique, oui, normalement, on va ajouter, parce qu'elle n'est pas encore installée, mais ça s'en vient, on va ajouter les éléments pour les femmes, c'est-à-dire des serviettes sanitaires et des tampons là, disponibles dans la toilette directement pour être plus accessibles et plus disponibles pour offrir plus de services à la population qui est dans le secteur. Augmentation du nombre de points d'eau. Donc, on a 2 points d'eau avec bouteilles, lien avec les organismes avoisinants, on l'a déjà dit. Programmation de l'arrondissement Ville-Marie qui est vraiment très, très, très intéressante et très axée sur les femmes et sur tout ce qu'elles ont à dire. Ce qui n'a pas été intégré à ce jour, c'est l'écriture en braille. Finalement, ça n'a pas fait l'unanimité, ça n'a pas été intégré. Et l'ouverture 24 heures sur 24 de la toilette. C'est pas encore fait. Page suivante. Leçon apprise, quand intégrer la DS+, eh bien, le service qui est spécialisé là-dedans, le service de la diversité et de l'inclusion sociale nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour l'implanter. Donc, c'est ce qu'on a fait à la place des Montréalaises. Le cycle de vie, donc, très important de commencer dès le début du cycle de vie. Je redis des choses qui ont été dites aujourd'hui, planification, conception, construction, et même par la suite, entretien et rénovation. On devrait s'assurer qu'on tient compte toujours de l'inclusion. Et toujours processus et résultats, même combat. L'importance de la goutte d'eau, donc chaque petit geste compte. Avec ou sans rigole, c'est une petite farce, un petit clin d'œil parce qu'on a eu un enjeu, pour ceux qui le savent, un enjeu de rigole qui a été conçu et dans lequel les gens s'enfargeaient dès le jour 1
de la place des Montréalaises. C'est sorti dans les journaux, mais ça va se régler d'ici la fin de l'année. Donc, ça termine la présentation du projet et comment on peut inclure la DS+ dans un projet municipal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alison pour l'animation. Donc, si du côté de la Ville de Montréal, ça commence à être bien implanté, la DS+, l'inclusion, on sent que c'est quand même un champ en émergence, puis que la sensibilisation et la formation sur cette question-là sont nécessaires. Donc, comme mentionné plus tôt, le projet Une ville pour toutes prévoit une formation où on va approfondir les notions abordées aujourd'hui, d'une part sur les inégalités dans l'expérience de la ville et l'aménagement inclusif de l'espace public, et d'autre part sur les processus participatifs inclusifs. Il y a un exercice pratique qui fera le lien entre les deux séances. Donc, la formation comporte, il y a 2 cohortes et 2 séances par cohorte. Il y aura une cohorte en présence à Montréal et une autre en ligne pour donner l'opportunité à des personnes à l'extérieur de Montréal d'y participer. On voit à l'écran s'afficher le contenu des 2 séances. Donc, la formation s'adresse aux professionnels municipaux, aux professionnels du milieu privé ou associatif qui œuvrent en aménagement ou en développement social et aux intervenants d'organismes pour femmes qui sont impliqués sur des questions d'aménagement ou d'ADS+. Les objectifs de la formation sont de sensibiliser aux inégalités dans l'espace public et à l'importance d'inclure les perspectives des femmes et des personnes de la diversité du genre, à outiller à la mise en application de pratiques inclusives et de l'approche ADS+, aux différentes étapes d'un projet en aménagement et à partager des bonnes pratiques pour soutenir et accompagner l'engagement citoyen dans les instances décisionnelles. Donc, voilà, on serait rendu à la période de questions. Je vais juste voir si nous avons des questions du public. J'invite pendant ce temps-là à réouvrir les caméras. Nathalie, Alison, Marie-Ève aussi, les collaboratrices de la PGSN. Il y aura peut-être des questions qui s'adressent à vous. Alors, première question, est-ce qu'il existe, selon vous, une idée reçue sur l'inclusion en aménagement, un mythe qu'il est important de déconstruire? Oui, peux-tu répéter la question? Oui, est-ce qu'il existe, selon vous, une idée reçue sur l'inclusion ou un mythe qui serait important de déconstruire quand on aborde ces questions-là ou de façon générale dans l'opinion publique? Est-ce que je peux y aller Bien d'une sûr. réponse? Moi, ce que je vois souvent sur le terrain, c'est que d'une part, on pense que l'espace est inclusif parce qu'il est ouvert et accessible. Et pour nous, c'est un mythe. Et on se dit, ben voyons, on est à Montréal, au Québec, au Canada, les filles ont accès à l'espace public, tout le monde a accès à l'espace public, c'est pas un problème. Mais quand on observe que c'est entre 85 et 95% des usagères sont des hommes dans l'espace public, il y a clairement quelque chose il y a clairement une faille. Et le mythe, on doit travailler à déconstruire l'idée que parce que c'est neutre, c'est inclusif. Ça, et l'autre chose qu'on rencontre souvent aussi, parce que nous, on a exclu volontairement la question de la sécurité dans l'espace public, puis la Table des femmes fait d'excellentes publications à ce niveau-là, puis il faut continuer de le faire. On devrait aussi s'intéresser à la sécurité et les hommes, mais on doit aussi s'intéresser aux pratiques des femmes dans l'espace public, en dehors de la sécurité. Et quand on se fait dire par des personnes, oui, mais c'est peut-être pas une bonne idée, les femmes préfèrent aller au centre d'achat, et de toute façon, les femmes dans l'espace public, ce sont des appâts. Il y a cette idée-là que les femmes sont vulnérables, qu'elles doivent être protégées, qu'elles doivent rester à la maison, puis de toute façon, ça ne les intéresse pas d'être à l'extérieur. Qui est encore très, très forte chez tout le monde, moi y compris, avec ma fille. Mais il faut vraiment travailler à déconstruire ça et
oser rendre l'image de la fille, de la femme, de l'adolescente dans l'espace public comme une présence légitime et pas menaçante par sa vulnérabilité. Merci, Nathalie. Je vois qu'on arrive à la fin, donc pour ne pas retenir ceux qui auraient des engagements à 13 heures, je veux simplement vous remercier pour la participation. Il y a un courriel de suivi qui va être envoyé, qui va contenir les références qu'on a nommées aujourd'hui et le formulaire d'intérêt pour la formation avec un formulaire d'évaluation aussi du webinaire. Donc, on vous remercie beaucoup, puis ça va suivre sous peu. On peut Il y en a certaines qui souhaitent rester, qu'on puisse répondre à quelques questions supplémentaires. On va voir si ça. Voilà. Donc, si vous avez acquitté, je vous remercie. Sinon, je vais continuer avec une ou deux questions parce qu'on avait quand même des questions du public. Il y avait une question, entre autres, sur les liens avec les tables de quartier dans le projet. Donc, par le biais de la table des groupes des femmes de Montréal, on a rejoint différents organismes, dont des tables de quartier pour les accompagnements notamment. Puis, c'est des acteurs qui vont être informés, évidemment, de tous les résultats de la démarche, puis aussi les outils qui leur seront transmis. Puis, c'est sûr, selon les démarches d'accompagnement vont se faire éventuellement avec certaines étapes. Je vais avec une autre question. Donc, Il y a une question sur l'itinérance, Alicine. Naomi, excuse-moi. oui, OK. Pardon. Est-ce qu'il y a des Oui, plans d'action? Mais c'est sûr que pour la place du Montréalaise, on est dans un secteur avec beaucoup d'itinérance qui était concentré dans le square Vigie. Puis là, suite à sa rénovation, il y a moins d'itinérance, mais quand même, on voit les gens autour du métro là, dormir la nuit et tout, là. Mais l'idée, c'était de fournir les services de base, là, donc fournir de l'eau, fournir les fameuses toilettes. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré en espérant que les autres aspects, là, le manger, le dormir, sont couverts par d'autres organismes du secteur. Voilà. Mais je pense que là, il va falloir donner un gros coup de un gros coup, un grand effort là, pour faire en sorte que toutes les ben, idéalement qu'il y ait plus personne à la rue là, mais ça c'est un travail à continuer et à renforcer à la Ville de Montréal notamment. merci. Je vois une question sur les formations. À partir de quand elles seront offertes? Donc, ça va être à partir de février. Les dates vont être communiquées là, avant les fêtes. On enverra les dates exactes pour pouvoir réserver ces dates-là pour le retour des fêtes. Il y a une autre question si, comment on pourrait faire pour faire encore mieux pour la place des Montréalaises pour l'accessibilité universelle? Heu, c'est une excellente question. Je pense qu'il faudrait le mettre au minimum dans les règlements du concours. Heu, puis là, j'étais pas moi à l'époque du concours, peut-être que ça y était, mais il y a toujours un enjeu avec, les designers qui souhaitent les concepteurs qui souhaitent un projet entre guillemets, «parfait», à leurs yeux et un volet accessibilité universelle qui, lui, vient un peu défaire les lignes parfaites ou les bref, une vision de la perfection, donc il y a toujours cet enjeu-là qui plane, qui devrait pas. Mais, pour améliorer, ben, je pense qu'il devrait y avoir une démonstration même lors du concours, comment se définit ou comment s'intègre l'accessibilité universelle dans le projet. Je pense que ça aiderait là, quelque chose de plus officiel avec une grille probablement d'analyse, ça serait vraiment, ça renforcerait l'intégration de l'accessibilité universelle dans un projet. Il y avait une autre question sur l'inclusion des femmes. Est-ce qu'il y avait des femmes en situation de handicap dans les marches exploratoires pour la place des Montréalaises? On a fait des marches exploratoires, avec des c'est une bonne question, je fouille dans ma mémoire. On a fait plusieurs marches exploratoires, mais on en a fait une, avec Société Logique, comme je disais, avant l'inauguration. Mais, pendant les plans et de vie,
On aurait pu en rajouter des marches exploratoires, mais comme vous le savez, on est sur l'existant, on n'est pas dans on n'était pas dans le projet. Donc, c'est pour ça que les marches exploratoires avec Société Logique et des personnes vraiment à mobilité réduite en chaise roulante et avec Cannes, là, une personne aveugle, là, donc on le fait dès que le projet était prêt à être livré et même, récemment. On fait des tests, plusieurs fois. Merci. Mais pour ne pas retenir l'auditoire trop longtemps, on va s'arrêter ici. Merci. Oui, on voit Véronique Rio ici qui répond que l'accessibilité universelle était bien intégrée dans le programme du concours. Bon, voilà. Mais il y a quelque chose, quelque part, dans peut-être c'est par la suite, là, qu'il aurait fallu pousser encore, vraiment plus finement dans les détails, là, l'accessibilité universelle pour avoir une meilleure note, de 100 sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, bon après-midi à toutes et à tous. Puis, n'hésitez pas à suivre le projet sur la page web du Centre d'écologie urbaine. Merci.